Alors, bonjour, chère communauté Roteco. On aime vous faire voyager et voir différents profils d'enseignants partout dans le monde avec différentes réalités. On a eu la Suisse, le Congo, la France et aujourd'hui, on vous amène au pays du sirop d'érable, miam. Nous avons le plaisir d'avoir une interview avec Linda Roméo, enseignante au Québec, au Canada, ayant fait sa formation en France, qui va partager son expérience avec nous. Alors, Linda, on n'est pas mieux servi que par soi-même. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter tout d'abord? Bonjour, enchantée d'être présente. Donc, je m'appelle Linda Roméo et comme tu l'as dit, je suis franco-canadienne, mais canadienne d'adoption parce que à la base, je suis française. J'ai été formée en France et puis ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis au Québec. Je suis enseignante en CE1 au lycée français de Montréal, au collège Stanislas. Je fais de la robotique depuis maintenant à peu près 7-8 ans dans ma classe. Donc, avant, j'étais en France et puis depuis quelques années, je suis aussi responsable de rétroaction pour Cadre 21, qui est un organisme de formation en ligne. Et mon domaine, c'est la robotique et la programmation. Alors, déjà, deux questions. Première question, c'est mais comment tu es tombée dans la robotique éducative? Et ensuite, tu parlais de cadre 21. On aimerait en savoir un petit peu plus, si tu peux nous en dire. Alors, comment je suis rentrée dans la robotique éducative? Moi, j'ai une formation qui est très classique. J'ai fait une licence d'histoire. Alors, ça m'amenait pas du tout à la robotique, aux sciences et technologies. J'ai un petit côté geek et puis j'ai toujours aimé le bricolage. Donc, je pense qu'il y avait peut-être un penchant chez moi vers ça. Et dans le réseau AEFE, donc le réseau des écoles à l'étranger, on a de la chance de pouvoir faire des stages au niveau de la zone. Et j'ai eu la chance en 2015-16 de faire un stage qui s'appelait la robotique à l'école. Et ça a été comme une révélation chez moi. Et je me suis dit, ah, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on fasse ça dans notre école. Donc, on a demandé un financement, on a eu le financement, on a acheté nos premiers robots et c'est parti de ça. Donc, je n'ai pas de formation à la base, mais moi, je suis très curieuse dans la vie, j'aime apprendre. Donc, je me suis formée par différents moyens. Je me suis formée sur Internet parce qu'il y a une très grosse communauté sur la robotique éducative. Et puis, comme je suis aussi toujours très curieuse, j'ai fait un micro-programme de deuxième cycle en intégration pédagogique d'éthique. Donc, ça m'a permis d'avoir un regard un peu plus critique et puis un peu plus poussé sur ce domaine. Donc, vraiment, ça a été un cheminement personnel. C'est arrivé à peu près 7-8 ans après mon début de carrière et je trouve que c'est arrivé au bon moment parce que j'avais assez d'expérience pour la classe en général et puis j'avais du temps et de l'expérience en fait pour pouvoir intégrer ce nouvel élément qui est un petit peu nouveau et innovant dans ma pratique pédagogique. Donc, j'ai aussi rencontré des personnes très intéressantes qui m'ont aidée, comme Margarida Romero, des conseillers pédagogiques au Québec. Donc, ça a été vraiment comme ça que je suis rentrée dans la robotique pédagogique. Donc, c'est vraiment de fil en aiguille, et plus tout cet écosystème, en fait, qui fait que tu as pu justement Oui, t'immerger dans ce monde-là, en fait. exactement. Et cadre 21, du coup? Donc, Cadre 21, c'est un organisme qui est basé au Québec, mais qui est disponible en fait partout dans le monde. C'est francophone, donc j'invite tous les enseignants francophones à se renseigner. C'est un organisme en fait d'auto-formation avec des formations dans vraiment plein de domaines, des formations numériques, des formations sur la gestion de classe. Tout se passe en ligne et en fait, la certification se fait par des badges numériques. Il y a 4 types de badges. Explorateur, en fait, c'est je découvre cette Mhm. notion. Et puis, le dernier niveau, c'est innovateur, où en fait, on démontre qu'on a une influence sur la communauté éducative. Donc, c'est vraiment quelque chose que les gens peuvent faire de chez eux, à leur rythme, parce que tout est en ligne. C'est
très interactif. Il y a des vidéos, des petits questionnaires. Et à chaque fois que les gens demandent une validation de stage, par exemple, sur le sujet de la robotique éducative, nous, les responsables de la rétroaction, on regarde leur production et puis on valide ou pas le badge. Très bien. Tu parlais, du coup, tu as une licence en histoire, hein. Est-ce que tu as déjà fait un cours d'histoire en utilisant des robots comme outils? Je suis curieuse un petit peu si on peut enseigner l'histoire en utilisant la robotique éducative. Alors moi, non, parce qu'en CE1, en fait, on ne fait pas d'histoire et je n'ai pas eu l'occasion d'en faire dans les autres classes. Mais justement, avec Cadre 21, j'ai validé un badge innovateur d'un enseignant qui a… en fait, les élèves ont dû, avec Minecraft, ils ont dû… Alors, ce n'est pas vraiment de la robotique, mais ça reste… un peu Programmation, le code, oui. programmation. En fait, travailler sur les Algonquins et les Iroquois en univers social. Donc, univers social, c'est tout ce qui est histoire-géographie. Et c'était un enseignant du secondaire et c'était vraiment très intéressant. Donc, on pourra en parler. En fait, moi, ce que je trouve très intéressant dans la programmation et la robotique, c'est que oui, on apprend des compétences en sciences et technologies, mais on peut utiliser cet outil pour faire du français, pour faire de l'histoire, pour faire en fait plein d'autres matières. Ce n'est pas forcément que sciences et technologies. Donc, tu parlais tu utilises des robots éducatifs appropriés, j'imagine, pour le CE1. Comment tu as choisi les robots que tu emploies actuellement? Est-ce que tu fais un choix, c'est le degré qui va décider en quelque sorte le choix du robot, ou est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vu en formation, du coup, tu t'es dit, je prends le même? Comment on choisit en fait le robot avec lequel on veut travailler? Donc, à la base, en fait, on a pris les robots qu'on nous avait présentés en formation parce que c'est déjà assez compliqué d'intégrer la robotique. On ne s'est pas embêté. On a pris ce sur quoi on a été formé. Et puis, en fait, on a choisi 2 types de robots. On a choisi les robots qu'on appelle humanoïdes, donc comme les bibots et les probots, qui sont des robots qui sont déjà construits. Et en fait, ça permet aux enfants d'apprendre le langage de programmation. Et on a aussi choisi des robots à construire avec les Lego WeDo, qui apportent un élément de créativité. Ensuite, en fait, on essaye de rester à jour sur tout ce qui est accessible en termes de nouveautés en robotique. Par exemple, et aussi par rapport aussi à ce qui se fait plus. Par exemple, les WeDo sont discontinués. Donc, on cherche en fait à faire une transition vers un autre support. Et puis, on a aussi, on essaye aussi de chercher des inspirations avec d'autres robots. Donc, généralement, on en achète un et puis, en fait, on va tester pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles sont les activités que l'on peut mettre en place en classe. Et si ça convient, en fait, on va en racheter davantage. Donc, on a été parti sur Bibot, Probot, WeDo. Et puis maintenant, on a aussi des Dash et puis des robots Ozobot. OK, très bien. Merci. Tu sais que tu m'as envoyé la description de ton profil. Tu as parlé, je crois, d'une rencontre de robotique que tu avais organisée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de quoi il s'agissait et un petit peu quelles étaient tes motivations à le faire, tu vois? Oui, c'est un beau moment parce qu'on est à la 5e ou 6e édition. En fait, je pense que les enseignants, on est comme les enfants. Pour se sentir investis, il faut de la pédagogie de projet. Parce que sinon, faire de la robotique pour faire de la robotique, c'est bien, mais avoir un objectif, au final, ça permet en fait de voir comment tout ça, ça va aboutir. Donc, nous, on est une très grosse école, on est 40 classes. Donc, on a j'ai mis ça en place au niveau du CE1 puisqu'on est 6 classes de CE1 et ça permettait en fait de fédérer toute l'équipe de CE1 autour d'un projet commun. Donc, la première année, on était parti sur une sorte des petits défis. Les élèves avec les WeDo, ils devaient résoudre des défis. Il y avait un petit côté compétition. Et en fait, d'année en année, on a essayé de bonifier cet événement
pour le rendre plus intéressant. Donc, en fait, l'année suivante, on a mis en place un côté présentation pour que les élèves qui n'aiment pas le côté compétitif puissent aussi s'impliquer dans un projet qui ne soit pas compétitif. Donc, une présentation robotisée. Et chaque année, en fait, on choisit un thème. Donc, on a eu la ville du futur, la pollution plastique des océans, l'exploration spatiale, donc un projet dans lequel les enfants peuvent s'impliquer. Et une année, on a même réussi en fait à faire venir des écoles du réseau AEFE dans notre établissement, mais c'était en 2019. Et puis l'année suivante, tout a coupé avec la Covid. Bien sûr, bien sûr. Et cette année, en fait, on a, comme la prochaine étape, on a décidé d'ouvrir ça à toutes les classes de notre établissement, donc les 40 classes. Mais bien entendu, certains auront quelques hésitations à y participer. On va faire des groupes cycle 1, 2, 3. Donc, maternelle, CP, CE1, CE2 et CM1, CM2. On va faire des groupes hétérogènes. Et en fait, les enfants auront trois éléments. Il y a le côté défi, présentation, et on va leur demander aussi de créer des ateliers. Comme ça, les classes qui ne participent pas pourront venir participer aux ateliers et on espère que ça donnera le goût aux enseignants de l'année suivante d'intégrer le projet. Parce que justement, je trouve que c'est intéressant pour les enseignants qui hésitent de regarder comment ça se passe dans les autres classes. Et puis, des fois, ça démystifie en fait la robotique. On se dit, oh, c'est pas si terrible que ça finalement. En fait, tu es en train de planter des pépites justement pour que les autres enseignants aussi voient des graines, je veux dire, pour qu'ils voient justement, ah, peut-être cette année, je vais doucement, mais l'année prochaine, je veux vraiment m'investir plus. Exactement. Donc, elle aura lieu en fait d'ici la fin de l'année, c'est ça votre… Oui, au mois de juin. Oui, d'accord. Ok, donc c'est pendant une période où justement vous faites des activités. Je veux dire, par exemple, en gros, ma question, c'est à quelle fréquence tu fais ça? C'est-à-dire, c'est qu'au mois de juin où tu prépares les élèves bien avant et puis tu sors les robots durant tout le long de l'année. Comment tu gères la temporalité, en fait? En fait, l'événement du mois de juin, c'est comme si c'était le spectacle de fin d'année. Donc, ça vient achever en fait toute une séquence, toute une période de travail. Donc, on en fait, je dirais pas toute l'année, mais on en fait pendant au moins une bonne moitié d'année parce que aussi, on s'est partagé les robots. Une fois, ça part au CM2, une fois, c'est chez nous. Et donc, les élèves, en fait, préparent surtout en CE1, c'est la première fois qu'ils découvrent certains robots. Donc, ils se pratiquent, ils apprennent le langage de programmation. Et puis, après à partir de avril-mai, on introduit les défis et ils vont en fait par essai-erreur essayer de résoudre les défis. Donc, on se retrouve avec chaque classe qui a des stratégies différentes pour résoudre le même défi. Et je trouve que c'est ça aussi qui est très intéressant parce que les élèves mettent en place des solutions très créatives pour résoudre un défi. Très bien. Tu sais, j'imagine que si tu as réussi à passer, en fait, c'est un cheminement, tu as réussi à passer, à créer un événement où il n'y avait que les CE1, ensuite maintenant tu inclus pratiquement toute l'école, 40 classes à peu près. Du coup, ma question est, je suppose que tu as l'appui de la direction, l'appui de ta hiérarchie. Quel est l'état des lieux, en fait, un petit peu au Canada de la robotique éducative? Est-ce que c'est quelque chose où dans le plan d'études, c'est quelque chose d'obligatoire ou c'est quelque chose de fortement conseillé? Comment ça se passe niveau plan d'études? Et je suis aussi curieuse de savoir quelle est la perception que les parents ont quand leurs enfants font de la robotique à l'école. Alors, au niveau du Québec, en fait, il y a eu une grosse réflexion sur l'usage du numérique et l'utilisation du numérique à des fins pédagogiques. En 2018, le ministre de l'Éducation a introduit le plan d'action numérique pour soutenir en fait les compétences numériques chez les élèves.
Et en 2019, il y a eu un cadre de référence de la compétence numérique chez les enseignants. Donc, en fait, dans le cadre de référence, l'utilisation des robots est proposée pour mettre en place des activités pédagogiques. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une des pistes en fait, d'utilisation, une des pistes d'enseignement en fait, en classe. Et en 2021, il y a eu une table ronde sur l'introduction de la programmation dans les programmes d'enseignement québécois au primaire et au secondaire. J'ai eu la chance d'y participer avec le ministre de l'Éducation. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour, mais je trouve qu'il y a une réflexion assez généralisée sur l'usage du numérique, la robotique, la programmation, la littératie numérique chez les enfants, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un mythe qui dit que cette génération, en fait, sait tout faire avec le numérique, mais au final, on se rend compte que non. Donc, il y a vraiment, je trouve, une réflexion très intéressante et puis très dynamique sur l'usage du numérique, la robotique, la programmation dans les écoles. Il y a énormément d'événements aussi qui se font entre les écoles, des concours de robotique comme Zone 01, au WRO, First League. Donc, c'est très dynamique. Beaucoup de conseillers pédagogiques, des commissions, des centres de services scolaires qui sont aussi spécialisés dans tout ce qui est robotique, programmation et pédagogie innovante. Donc, c'est vraiment dynamique. Au niveau de nous, notre établissement, nous, on est un petit peu à part parce que comme on est un lycée français, on ne dépend pas du ministère de l'Éducation du Québec. Donc, on a la chance d'avoir eu le financement parce qu'en fait, ce qui peut parfois poser problème, c'est le financement pour se doter de robots. Mais je sais que, par exemple, en France, il y a beaucoup de circonscriptions qui ont des maquettes de robotique qui peuvent passer de classe en classe. Je sais que Canopé, il me semble, aussi peut prêter du matériel. Donc ça peut être un moyen en fait de mettre en place ces activités avec le budget que les écoles ont. Là, tu as touché un point essentiel, c'est-à-dire tout n'est pas beau, c'est-à-dire il y a des problèmes qui peuvent survenir. Là, on parlait du budget, ou des fois peut-être que ça ne peut pas suivre. Hein. Il y a différentes réalités dans le terrain. Est-ce que tu penses à une autre difficulté auquel une enseignante ou une école pourrait se trouver face à en faisant de la robotique éducative, auquel peut-être on peut les rendre attentifs? Alors déjà, c'est sûr qu'il y a le problème du budget parce que ça demande un investissement de départ, mais justement, avec, il y a plusieurs solutions. Même au Québec, par exemple, l'université l'UDM propose des maquettes de robotique. Donc, en fait, en essayant de se renseigner qui à quoi on peut contrer ce problème du budget. Et puis, c'est sûr qu'il y a plusieurs montagnes en fait à franchir, mais qui ne sont pas infranchissables, mais c'est la formation, parce que ça peut faire peur quand on se retrouve sans formation. Moi, j'ai vraiment appris à me détacher il faut que l'enseignant sache tout. Okay. Et je pense que c'est vraiment un changement à avoir dans sa posture pédagogique, surtout quand on a des plus grands. Moi, j'ai fait de la robotique avec des CM2 et j'ai des élèves qui m'apprenaient certaines fonctionnalités. Et moi, maintenant, je me considère plus comme détentrice du savoir, mais il y a une expression au Québec, on appelle ça facilitateur pédagogique. Et je trouve que c'est exactement ça. C'est OK, je ne sais pas tout, tu vas m'apprendre des choses et puis j'accepte ça parce qu'on a tous des compétences différentes. Donc, il y a cette marche à franchir. Et puis, une autre marche qui est plus terre à terre, c'est que c'est souvent que des ordres. Parce que, par exemple, avec les WeDo, plein de petites pièces, donc ça demande une gestion logistique assez rigoureuse si on veut que ça dure dans le temps. C'est sûr qu'il y a du brouhaha pédagogique. Si on aime une classe silencieuse, bien rangée, il va falloir travailler sur soi.
Oui. Mais moi, je trouve ça super de voir les enfants qui débattent, qui testent. Ils testent, ça ne fonctionne pas, on va tout refaire. Ils sont actifs. Oui, ça fait du bruit. Oui, il y a un peu de désordre, mais c'est du bon désordre, en fait. Mhm. Oui, il y a l'aspect tangible en fait de l'objet en lui-même. Oui, tu programmes, mais tu as aussi l'objet en soi où on peut manipuler, etc. Dans l'apprentissage, c'est, on va dire, important. Euh, Linda, je crois que j'ai fait toutes mes questions. Est-ce qu'il y a un point que tu penses que j'ai pas posé la question ou que tu aimerais aborder? Euh, voilà, un petit point que tu aimerais rebondir sur. N'hésite pas, c'est le moment si tu Je souhaites. dirais, il faut Mhm, vraiment se lancer. Et puis, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment la communauté autour de la robotique. Il y a vraiment une communauté internationale. Et puis, ne pas avoir peur de prendre des ressources où il y a des ressources. Il mhm, y a beaucoup de communautés sur Facebook, des vidéos sur YouTube. Donc, ça permet d'avoir du clé en main. Et puis, on part de clé en main. Et puis après, quand on se sent plus à l'aise, on va aller dans le grand adapté. bain. Mais Oui. je trouve que c'est tellement, il y a tellement une belle communauté que ça permet d'avoir une petite, un petit filet de sécurité avec soi. Mhm, Ne pas hésiter à s'inscrire à des défis aussi parce que ça permet d'avoir une motivation, un objectif final. Et mhm. puis, sur Twitter aussi, il y a vraiment une belle communauté. Poser des questions, il y a toujours des gens bienveillants qui vont venir répondre pour aider les personnes qui veulent se lancer là-dedans. Et puis, quand on voit des élèves vraiment avec des étincelles dans les yeux, qui disent pendant les vacances, je vais m'inscrire à un camp Un d'été cloud, en oui. robotique. Moi, quand je serai grand, je veux aller faire des robotiques. Mais c'est vraiment, ça fait plaisir. Donc, Mhm. lancez-vous. Merci Linda, c'est super. Merci en tout cas du temps que tu nous as accordé. Vraiment, on apprécie beaucoup. Je vais, je pense, arrêter l'enregistrement maintenant.